Bonjour, bon dimanche. Il fait beau, c'est magnifique Vichy aujourd'hui, vraiment. Voilà, donc c'est là. Nous ouvrons la dernière journée de ces rencontres. Et nous allons recevoir 2 personnes à des titres divers, chacune exceptionnelle, vraiment. Et donc j'espère qu'on va passer un après-midi qui va nous faire plaisir, où on va découvrir des choses, où on va s'intéresser à des choses. Et 2 personnes qui ont des profils très différents, Jean-Christophe Ruffin et Jean-François Kahn, mais chacun a une patte particulière. Et ce sont des personnes tellement intéressantes toutes les deux qu'elles ont chacune quelque chose d'unique. Elles nous parleront de problèmes et de choses, de manières de voir, qui pour Ruffin sont la découverte du monde entier, des différents métiers, grand écrivain, grand conteur, et puis Jean-François Kahn qui est le témoin du siècle. 60 ans qu'il est journaliste, il a commencé à la guerre d'Algérie. Et jusqu'à présent, c'est le seul Français qui est suivi 60 ans comme témoin direct, ou comme journaliste sur place, ou comme commentateur, ou comme observateur de tout ce qui s'est passé en France depuis 60 ans. Donc je suis vraiment heureux que cet après-midi s'ouvre avec ces 2 personnes-là. Donc, nous allons commencer avec Jean-Christophe Ruffin, qui est une figure de la littérature française depuis longtemps. Tout le monde connaît son destin, j'allais dire, jusqu'à présent. Médecin, prix Goncourt, Académie française, diplomate, ambassadeur, on se demande, cabinet ministériel, on se demande quelle fonction dans notre pays Jean-Christophe Ruffin n'a pas occupée. Donc c'est quelqu'un qui a une vision du pays et du monde qui est tout à fait particulière. Il n'écrit jamais d'habitude des choses qui le concernent personnellement. C'est un conteur, un romancier. Et là, c'est le 2e livre dans lequel il parle de lui, puisqu'il avait écrit un livre sur son trajet à Compostelle. Vous savez qu'il a fait le chemin de Compostelle à pied. Un livre passionnant d'ailleurs pour ceux qui l'ont lu. Et là, le livre qu'il vient d'écrire, son dernier livre, c'est sa vie, qui est une vie, passion secrète de sa part depuis plus de 20 ans, qui est escalader les parois vertigineuses des Alpes, avec quelques amis proches. Donc, on reçoit ce soir quelqu'un qui a vu tous les 5 continents, qui a 2 passions secrètes, une qu'on va découvrir ce soir. Il a écrit des romans, des essais, un roman d'anticipation même, mais avant tout, Ruffin, c'est un formidable conteur, aimant les personnages solaires, et la plume de Jean-Christophe Ruffin fascine, enchante et émeut des millions de lecteurs depuis qu'il écrit. Nous allons le recevoir. Merci. Bonjour Jean-Christophe Ruffin, vous allez bien? Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ça va bien se passer. On m'a dit ça, j'ai entendu ça quelque part. Mais c'était quelqu'un qui n'était pas gentil qui disait ça. Vous, c'est pas votre genre. Non. Vous êtes gentil, vous. Bon. Alors, il y a une chose que je ne savais pas. Et honnêtement, j'ai découvert ça. Nous avons déjeuné ensemble. C'est que vous connaissez Vichy par cœur. Rue par rue. Maison par maison. J'allais dire citoyen par citoyen. Il y a quelques années. N'exagérons rien. Non, mais il est vrai, et j'ai eu le plaisir de le revoir aujourd'hui à déjeuner, c'est qu'il y a longtemps, dans une autre vie, j'ai travaillé avec Claude Malhuret. Enfin, le mot de travailler était peut-être un peu fort. Je faisais partie de son cabinet, j'étais une force d'appoint, je dirais. Et quand il s'est présenté à sa première tentative d'implantation, enfin d'élection dans cette ville, donc
Il s'agissait des législatives, puisqu'après il a été élu brillamment maire depuis longtemps. Mais sa première tentative était aux législatives, et c'est vrai que je l'ai aidé pour sa campagne. Voilà. J'ai donc sillonné vos rues avec lui et pour lui. Voilà, et que ça a été une très belle... Ça a été une très belle expérience. Voilà, très belle expérience qui n'a pas été couronnée de succès tout de suite, puisqu'il n'a pas été élu à cette élection-là. Il a été élu aux suivantes. Ouais. Enfin, il a fallu de peu, d'ailleurs. Moi qui ai eu la chance d'assister à votre déjeuner, ça avait l'air d'être une époque dont vous avez gardé tous les deux des souvenirs amusés, brillants et drôles. Hein. Oui, ben, c'était pas simple, parce qu'il y avait à l'époque ici une figure politique... un petit peu indéracinable, qui s'appelait Monsieur Lacarin, qui était là depuis très longtemps. Et un nouveau venu, c'était pas évident de le concurrencer et de prendre une place ici. C'était pas simple, non. C'était une forteresse. Voilà. Mais moi, j'ai jamais fait de politique personnellement, c'est-à-dire que j'ai jamais été élu. On m'a proposé parfois des engagements politiques que j'ai toujours refusés en tant qu'élu. J'ai beaucoup d'admiration pour les élus. Je trouve que ce sont des gens qui, surtout dans les mandats municipaux, qui vraiment se consacrent complètement à la chose publique, leur engagement, à la chose publique. Moi, j'ai pas eu peut-être ce courage, ou en tout cas, j'ai pas voulu franchir le pas. Oui, parce que c'est un sacrifice quand même. Hein. Et c'est vrai que quand on écrit des livres, on est très disponible souvent, mais quand on travaille, en revanche, on ne connaît plus personne. Moi, j'écris mes livres en m'enfermant, et je les écris très vite, mais pendant cette période, si vous voulez, je serais incapable de m'occuper d'un problème municipal ou je ne sais pas quoi. Donc j'ai toujours refusé. Mais en même temps, j'ai une grande admiration pour les élus, c'est-à-dire des gens qui... finalement remettre leur vie en jeu, parce que c'est toute leur vie, hein, comme ça, à intervalle de 6 ans, 5 ans, enfin, ça dépend du mandat qu'ils sollicitent. Et puis, voilà, et qu'est-ce qui va leur arriver? Ils peuvent tout gagner, tout perdre. Enfin, je trouve que ce sont des belles vies. Voilà, ce sont des vies... Une vie d'engagement, en tout cas, d'engagement. Oui, vraiment d'engagement, oui. Pour le service public. Alors... Quand on vous présente Jean-Christophe Rufin, à chaque fois c'est la même chose. On dit oh bah Rufin, ambassadeur, écrivain, académicien, éternel, immortel, vous voulez dire? Immortel. Il est élégant en plus. Tout a forcément lui a été donné dès le plus jeune âge. Hein, on a l'impression que c'est la vie la plus facile et qu'il a cumulé honneur après honneur sans avoir rencontré d'obstacles vraiment essentiels. Et quand on regarde un petit peu de plus près, les quelques obstacles que vous avez traversés, c'était pas rien. Vous racontez par exemple que vous étiez à Janson-de-Sailly, qui est un lycée du 16e arrondissement à Paris. Vous entrez, c'était dans le secondaire. Et là, vous avez vécu une expérience curieuse. Bah, j'ai été mis à la porte, oui, c'est ça que vous voulez dire. Oui. Ouais. Non, on n'imagine pas Rufin foutu à la porte d'un lycée du 16e à Paris. Hein? Non, mais enfin, bon, c'est pas bien intéressant, mais... En plus, vous ne manquiez pas de capacité intellectuelle pour être en 6e. Non, mais c'est vrai que moi, ça m'a toujours été un petit peu opposé, cette image du fils de famille, etc., alors que je suis vraiment tout sauf ça, puisque mes parents ont divorcé quand j'avais 1 an, et que j'ai vécu finalement mes 10 premières années dans une ville pas très loin d'ici, à Bourges, sans avoir vraiment beaucoup de contact avec l'extérieur, que ma mère, qui était allée travailler à Paris, n'a pu me faire venir avec elle que quand elle a été en mesure d'avoir 2 pièces pour qu'on puisse y vivre. Donc je viens finalement... donc j'ai accompagné une vie relativement... je dirais pas difficile, mais en tout cas... voilà, austère. Oui, enfin, les choses ne se sont pas faites naturellement, ni simplement. Mais quand on écrit des livres, l'avantage, en particulier des romans, c'est que je pense que toutes ces épreuves, en fait, deviennent des forces. C'est-à-dire qu'on ne peut mettre dans un roman que de la vie. Et la vie, il faut l'avoir vécue. Si vous n'avez rien vécu, si vous n'avez rien éprouvé, si ne vous est rien arrivé,
si vous n'avez pas un petit peu souffert, un petit peu espéré, un petit peu partagé, eh bien, vos livres sont secs. Donc finalement, avec cette espèce de détour de la littérature, ben, toutes ces expériences sont devenues pour moi des richesses. Voilà. Donc je ne cherche pas à me faire particulièrement plein. Plein, non, bien sûr. Non, mais je veux dire, à la Janson, qu'est-ce qu'ils vous ont dit quand ils ont eu dehors? Non, mais ma pauvre mère travaillait beaucoup. Donc elle s'occupait moins de vous. Que, moi, oui. Non, mais c'est d'ailleurs intéressant du point de vue du féminisme, si vous voulez, c'est que moi j'ai vécu auprès d'elle un féminisme qui n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire un féminisme qui partait de zéro, où les femmes de cette époque qui voulaient travailler, qui voulaient se faire une place dans la société, devaient enfoncer des portes qui étaient véritablement fermées. Et c'était très dur. C'était très dur. Ma mère a réussi, en partant pratiquement de rien, parce qu'elle n'avait pas fait d'études, à atteindre un poste de responsabilité. Et elle a terminé sa carrière avec un poste de responsabilité important. Mais, j'allais dire, elle l'a payé de sa vie. Elle l'a payé de sa santé, elle l'a payé de sa vie, et elle l'a payé aussi de l'éducation qu'elle n'a pas pu me donner. Donc moi, finalement, j'avais pas de père, et ma mère ne s'occupait pas de moi. Quelque part, on peut voir ça comme un préjudice, mais moi, je vois ça comme une grande chance, parce que du coup, on ne m'a pas donné de cadre. Vous voyez, c'est-à-dire que personne ne m'a imposé sa vision du monde. C'est moi qui suis allé chercher des modèles, c'est moi qui suis allé chercher des pères de substitution. Voilà. Et finalement, c'est très riche. Et je pense que le jour où vous vous mettez à écrire, toutes ces épreuves relatives, elles trouvent leur sens. C'est-à-dire que c'est vrai que sur le moment, j'ai pu regretter peut-être de ne pas vivre dans des familles plus conventionnelles, plus équilibrées. Mais finalement, après, je me suis dit, au fond, et je le vois avec certains de mes amis qui ont eu des familles tout à fait classiques, etc., puis qui n'en ont pas fait grand-chose. Moi, je n'ai pas eu ça, mais du coup, ça m'a donné une sorte de liberté extraordinaire. Je ne sais pas si c'est moi qui teinte comme ça. Ou non, c'est moi, mais malheureusement, je vais éteindre. Donc n'hésitez pas si on vous appelle. En 88, vous décidez d'écrire. Après avoir fait beaucoup de choses dans la vie, vous décidez d'écrire, enfin de vous lancer dans l'écriture parce que vous avez le sentiment que vous êtes capable d'écrire de bons livres avec tout ce que vous avez traversé, et votre idée toujours de raconter des héros qui vous fascinent. Et vous écrivez le premier livre et refus. Oui. Oui, non, mais moi vous n'êtes pas arrivé à M. Ruffin, merci beaucoup. Non, mais moi j'ai envoyé mes livres par la poste. Et je le dis d'ailleurs à tous ceux qui sont tentés d'écrire et qui parfois s'interrogent sur le point de savoir si les éditeurs lisent ou pas. Les éditeurs lisent, c'est-à-dire qu'il y a un système très complexe d'ailleurs, parce qu'un éditeur comme Gallimard reçoit 5000 manuscrits par an, mais alors il peut y avoir de bons livres qui leur échappent, mais enfin dans l'ensemble les livres sont lus. Et moi j'ai commencé comme ça, j'ai lu. En fait j'ai toujours eu envie d'écrire, moi, si vous voulez. Simplement, peut-être qu'il y a un moment où vous n'êtes pas prêt. Il y a un moment où vous n'avez pas rempli suffisamment, j'allais dire, votre esprit de choses que vous voulez partager. Et puis, il y a un moment, au contraire, où ça vient. Et moi, ça m'est arrivé, justement, peu de temps après la campagne avec Claude, dont on parlait tout à l'heure. Quand Claude Malhuret était secrétaire d'État aux droits de l'homme, je l'avais rejoint à son cabinet, et quand on a fini, cette expérience s'est terminée, on m'a proposé, m'a demandé ce que je voulais faire. Comme j'avais une expérience de la coopération côté privé avec les ONG, j'ai dit je vais partir comme dans le système public. Donc j'ai pris un poste d'attaché culturel et de coopération, et on m'a envoyé au Kenya. Sauf que l'ambassadeur au Kenya, quand il a reçu ma candidature, pourtant j'étais nommé, n'en a pas voulu. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas d'un médecin, et surtout d'un médecin qui avait une formation psychiatrique. Alors quand je l'ai rencontré... Il avait peur pour lui-même. Voilà, j'ai compris pourquoi. C'était vital pour lui de prêter... Voilà, non, il était fou comme un lapin, ça s'est très mal terminé pour lui d'ailleurs. Et alors du coup, j'ai dû choisir dans ce qui restait. Et alors, tout le monde avait déjà choisi, et moi, il restait 3 postes. Il restait la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors j'ai demandé au Quai d'Orsay ce qu'il fallait faire. On m'a dit, c'est simple, tu apprends le papou
Et puis un sport de combat, parce que les Papous ne nous aiment pas trop. Et le samedi, quand ils ont bu, ils prennent les Français, ils les rossent. Donc j'ai dit, écoutez, bon, bah, je vais réfléchir. Je ne suis pas allé en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il restait Khartoum, où pays que je connaissais Soudan, bien, le ouais. Soudan. Et puis il restait le Brésil. Et je suis parti au Brésil, à Recife, qui était un petit poste, en fait. Recife est un grand pays, mais Recife est un petit poste. Et je me suis retrouvé là dans un poste qui était tenu avant moi par un garçon très brillant qui était un normalien de philo, qui n'avait jamais passé l'agrégation parce que c'était trop tôt le matin. Et c'était un garçon qui fumait beaucoup et un peu de tout, si vous voyez ce que je veux dire. Et quand je suis arrivé, il avait été nommé à Katmandou, ce qui est c'est bon pour les poumons, il paraît. C'est logique, voilà. Et je suis arrivé, j'ai trouvé un poste en ruine, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien qui tenait debout, il n'avait rien fait, il m'avait laissé vraiment. Donc, je me suis dit, puisque je n'ai rien à faire, autant le faire à fond. Si écrire. Et c'est là que j'ai écrit mon premier roman. Donc, ça n'est pas la première fois d'ailleurs, enfin, c'est la première fois, mais ce n'est pas la seule où j'ai écrit avec le soutien du ministère des Affaires étrangères, si vous voulez. En tout cas, voilà, ça m'a permis d'avoir le temps nécessaire. Le temps pour écrire. Alors, votre définition première, Jean-Christophe Ruffin, c'est médecin. Médecin et serment d'Hippocrate. On a beaucoup entendu parler du serment d'Hippocrate récemment à cause évidemment de la Covid et on a vu les médecins apparaître au premier plan des télévisions, ce qu'on n'avait jamais vu depuis que ça existe. Et donc le serment, c'est quelque chose de très important pour le jeune Jean-Christophe Ruffin d'être médecin et de prononcer le serment d'Hippocrate. C'est un engagement qui dure toute la vie, j'imagine, qui imprègne toute sa vie. Oui, alors ce qui imprègne la vie, c'est surtout la médecine. C'est-à-dire que quand on n'exerce ou pas ce métier, on est médecin. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous a formé, déformé, déterminé. Ce qu'on a appris à 20 ans, c'est quelque chose qui finalement est imprimé en vous. Et si aujourd'hui je faisais une licence de droit, je ne deviendrais pas juriste, si vous voulez. Je suis devenu médecin à un âge où effectivement il y a une espèce de plasticité de l'esprit et où on acquiert effectivement quelque chose qui va être votre rapport au monde pour le restant de vos jours. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis, peu importe qu'on écoute des poumons et qu'on palpe des rats, etc., ça n'a aucune importance. On est médecin et on le reste. Et toute la manière ensuite dont on envisage le monde, que ce soit pour écrire, que ce soit dans d'autres fonctions, comme par exemple quand j'ai rempli des fonctions diplomatiques, eh bien toujours il y a cet esprit médical qui est là, qui reste et qui est important. Oui, parce que par exemple, quand je suis parti au Sénégal, ouais. Dans une fonction donc d'ambassadeur, je me suis tout de suite passionné pour la dimension consulaire, par exemple, c'est-à-dire s'occuper des ressortissants français. Ce que souvent les diplomates n'aiment pas trop faire, parce que finalement les diplomates préfèrent faire de grandes fresques avec des beaux télégrammes sur la situation politique du pays. Que peu de gens lisent, par parenthèse. Mais voilà, que de savoir ce qui arrivait à leurs ressortissants dans leur pays. Ils le font, mais je veux dire, c'est pas considéré comme noble. Moi, ça me passionnait. Ça m'avait déjà passionné au Brésil, d'ailleurs. Et c'était drôle parce qu'au Brésil, moi, quand j'étais donc à Recife, là, dans ce consulat général, notre consulat général était au 9e étage d'un immeuble. Et alors, ce qui était assez drôle, c'est que les touristes français, et d'autres, mais enfin nous, ce qui nous intéressait, c'était les Français, quand ils allaient se baigner, on leur disait, faites attention, vous allez vous faire piquer vos habits sur la plage. Ils disaient, oui, ne vous inquiétez pas. Alors ils se mettaient en maillot de bain, ils allaient se baigner, puis ça ne manquait pas. Pendant qu'ils se baignaient, évidemment, on leur piquait leurs vêtements. Et donc, ils arrivaient au consulat en maillot de bain. Et il y avait un liftier qui était un garçon, pour son malheur, qui avait une grave infirmité, donc il maniait l'espèce de truc pour faire manier l'ascenseur. Et il avait une très haute idée de la correction vestimentaire, et il disait aux gens... Non, on ne peut pas monter en maillot de bain. Donc non seulement il venait au consulat à poil, mais il fallait qu'il tape 9 étages à pied, évidemment, parce qu'il ne pouvait pas prendre.
Et on voyait arriver des gens qui avaient tout perdu. Alors ça, bon, c'est pas très dramatique, disons que leur situation s'arrange, mais il y a des situations beaucoup plus dramatiques, beaucoup plus intéressantes. Et c'est vrai qu'en tant que médecin, si vous voulez, immédiatement, vous êtes interpellé par cette dimension humaine de la fonction diplomatique qui n'est pas forcément celle à laquelle s'intéressent le plus les diplomates classiques, si vous voulez. Est-ce qu'il y a un rapport entre votre engagement dans la médecine et les romans que vous avez rêvé d'écrire avant de les commencer? Est-ce qu'il y a eu dans la médecine un parcours qui a fait que votre idée d'écrire un jour, puisque ça a quand même été toujours votre souci, votre idée, est-ce que la médecine est intervenue dans vos romans? Est-ce que ça a été quelque chose d'important? Parce que la médecine, c'est quand même ne rien dire. Alors, c'est intervenu de deux manières. C'est-à-dire, d'une part, vous mentionniez le serment d'Hippocrate. C'est vrai que c'est un interdit très, très puissant, le serment d'Hippocrate. Vous savez ce que ce serment comporte. Je ne vais pas utiliser les termes précis parce que je ne me souviens plus des mots précis, mais dans le sens général, c'est un serment qui nous fait dire que nous pourrons tout voir, que nous pourrons tout savoir, que les patients nous montreront leur cœur, leur corps, leur maison, nous feront entrer dans leur vie, mais que nous ne révélerons pas jamais à personne ce qui nous sera montré. Et c'est vrai que quand vous vous mettez à écrire, en particulier des romans, et que vous convoquez vos souvenirs, que vous convoquez finalement vos émotions, que vous puisez dans votre vie, parce que c'est là qu'on trouve l'inspiration des livres, évidemment cet interdit revient en force. C'est-à-dire qu'on ne peut pas raconter des choses directement, parce que... détenu par le secret. C'est pas possible. Voilà. Ce qui probablement explique que j'ai recouru d'abord au détour de l'histoire avec un grand H, du temps. C'est-à-dire que le premier roman que j'ai publié, qui s'appelait L'Abyssin, qui est publié, qu'on retrouve dans ce livre que vous mentionniez, ce premier roman, il raconte l'histoire d'un apothicaire, d'un médecin, au fond, du Caire, un peu charlatan, en tout cas un peu botaniste, un peu limite. Voilà, et qui va être le premier ambassadeur de France sous Louis XIV en Éthiopie. Toute l'histoire de cet homme, en quelque sorte, je l'avais un peu vécu. J'étais moi-même médecin. Ce chemin à travers le Soudan pour aller jusqu'en Éthiopie, je l'avais fait, etc. Donc tout ça, ce sont des choses qui faisaient écho à ma propre vie. Mais l'histoire que je racontais et que j'ai racontée dans ce livre se passe au XVIIe siècle. Et donc j'étais délivré. J'étais libéré. Voilà, de tout risque de compromettre. D'interférence. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, très rapidement, c'est que la médecine m'a apporté très jeune, en fait, puisque j'ai passé l'internat de Paris à 23 ans. La médecine m'a apporté très très jeune plus que mon lot, j'allais dire, un surcroît, un surplus d'images de la souffrance, de la douleur, de la mort. Et quand j'ai choisi d'écrire, ça a été pour me situer loin de ça. C'est-à-dire que de retrouver dans la littérature, au contraire, une forme de légèreté, une forme de bonheur, une forme d'enthousiasme, une forme d'optimisme, qui était à l'inverse total. À l'inverse total de ça. C'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai, quand je me suis posé la question, mais comment se fait-il que Ruffin, il a côtoyé la mort de centaines de personnes dans ça, et il raconte quelque chose qui est ce grand siècle, qui est la légèreté. Je ne suis pas masochiste, si vous voulez. Quand vous avez passé votre journée à voir des gens souffrir et que vous prenez un peu de temps pour écrire, c'est pas pour vous plonger encore dans la douleur et dans la mort. C'est au contraire pour vous en éloigner et pour retrouver quelque chose qui soit d'une autre nature, qui soit au fond de vous, ce qui vous permet justement de résister à ça. Et moi, je n'avais pas fait, c'était pas une stratégie marketing, comme on dirait, je pensais, d'ailleurs, je ne pensais jamais. Ça s'est fait sans volonté précise. Aucune. Je ne savais pas que j'écrirais des livres, en tout cas que j'en ferais mon métier. Je ne savais pas qu'un jour, on publierait des rétrospectives comme ça de mes livres et que 25 ans après le début de cette aventure, je serais là à en parler. Je ne savais pas. Donc, j'ai simplement écrit des choses qui étaient celles que j'avais envie de lire, tout simplement, que j'avais envie de vivre, au fond. Parce que écrire et vivre, c'est un peu la même chose. Il y a une espèce de remémoration. On partage la vie de ces personnages. Et moi, j'avais envie de partager une vie
qui était une vie solaire. Et je me suis beaucoup inspiré d'un livre que j'avais lu à l'époque, un peu par hasard d'ailleurs, mais qui restait toujours pour moi une sorte de guide, que sont les mémoires de Lorenzo da Ponte, vous savez, le librettiste de Mozart, qui a écrit ses mémoires. C'est un petit livre absolument charmant, dans lequel Lorenzo da Ponte, qui est un personnage un peu léger, on pourrait dire, raconte sa vie, qui est une vie de plaisir, une vie comme ça, d'insouciance, mais qui parfois lui font traverser des épreuves. Et arrive un moment dans le livre où, avec sa jeune femme, ils sont en Hollande, je crois, et ils ont tout dépensé. Et ils arrivent vraiment au bout, là. Et il y a une bûche dans la cheminée qui va s'éteindre, et après, ils auront froid. Il y a un bout de pain sur la table, et quand ils l'auront mangé, ils auront faim. C'est fini. Alors, vous imaginez un héros romantique ou un héros contemporain, Houellebecquien ou autre, enfin, on en aurait pour des heures d'apitoiement. Et là... pas du tout. Là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent au lit, ils s'embrassent et ils disent « Ah, ma chérie, on va se raconter toute cette vie merveilleuse qu'on a vécue. C'était tellement beau. » Et puis, évidemment, comme on est au XVIIIe siècle, quelqu'un frappe à la porte, on lui apporte une bourse d'or que quelqu'un lui apporte, et la vie repart. Et je me suis dit, au fond, voilà, il y a quelque chose de mozartien là-dedans qui fait qu'on peut raconter la difficulté de la vie, on peut raconter les épreuves, on peut raconter la mort, on peut raconter la souffrance, mais avec ce point de vue de ces héros mozartiens, justement, qui sont des héros qui traversent tout ça avec une énergie extraordinaire. Et moi, je me suis dit, voilà, quand j'écrirai des livres, ce sera ça. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que j'ai fait sans stratégie de succès ou quoi que ce soit. Simplement, comme j'écris à la main, je fais taper mes livres. Et la fille qui tapait avant mes livres plus sérieux, si vous voulez, mes essais et tout ça. Les essais, oui. Et qui s'endormait en tapant ça. Ah, j'ai vu que quand je lui donnais ces livres-là, ces romans, ça lui plaisait. Elle a donné son avis. Ah, celui-là, il meurt trop vite. Enfin, elle a donné son avis. Bref. Et qui avait... Elle a fait votre carrière, finalement. C'est ça? En tout cas, elle m'a donné... Oui, l'idée de l'opinion publique, comment c'était reçu. L'idée du miracle. C'est-à-dire que à travers l'écriture... Et encore une fois, les conditions ne sont pas toujours réunies. Et je vous dis, depuis 25 ans que je fais ça, je sais qu'on fait des livres qui sont plus ou moins appréciés. Mais quand les choses se passent bien, eh bien, ce bonheur que vous avez d'écrire, il peut, par le miracle de la littérature... Être partagé. Passer, voilà. Ouais. Passer, être partagé. Et je n'ai pas cessé depuis d'avoir ce bonheur d'avoir des lecteurs, c'est-à-dire des personnes qui ont l'impression d'avoir passé un moment avec moi, et en tout cas d'avoir traversé les mêmes événements, et qui viennent me dire ça nous a fait du bien, on a aimé ça, on a passé un moment important. Donc vous êtes resté un peu médecin finalement. Il y a quelque chose de ça, mais simplement, si vous voulez, c'est pas sur ordonnance, et malheureusement, c'est pas remboursé par la Sécurité sociale. Mais il y a quelque chose de ça. Oui, il y a quelque chose de ça. J'en profite avant qu'on passe à la suite de votre dernier livre. J'en ai parlé avant, ce volume-là, il est sorti quoi, la semaine dernière? La semaine dernière, ça s'appelle Ruffin, Aventure heureuse. Il y a 4 romans. Vos 4 romans pratiquement les plus connus, on va dire. Hein. Genre, je sais pas, j'ai l'impression... Donc il y a l'Abyssin, dont vous venez de parler. Il y a Rouge Brésil, le prix Goncourt. Il y a le Roi Zibline, le Grand Cœur et le Roi Zibline. Juste une phrase sur chacun. Pourquoi vous avez choisi ces 4 personnes très rapidement pour qu'on puisse... En fait, d'abord, ils constituent une espèce de phrase. Aventures heureuses, hein, vous dites. Oui, alors, je ne reviendrai pas dessus, parce que l'aventure heureuse, je vous explique. Voilà, explique-moi. C'est parce qu'ils sont tous articulés, si vous voulez, autour de personnages principaux qui sont des personnages solaires, des personnages qui vont vers quelque chose qui est le bonheur. Et qu'au fond, c'est une démarche assez stendhalienne, en réalité, la recherche du bonheur. C'est aussi le mot de Saint-Just, hein, le bonheur est une idée neuve en Europe. Hein, c'est vrai que... Et j'ai conscience, en faisant ça, d'être tout à fait au contrepoint par rapport à tout ce qui se fait aujourd'hui dans la littérature contemporaine, etc., où les choses sont d'habitude beaucoup plus lourdes, beaucoup plus... Vous n'êtes pas Houellebecquien. Pas du tout. Mais en même temps, moi, j'ai aucune espèce d'intolérance, et je trouve que j'ai beaucoup d'admiration pour des gens qui font des choses très différentes. Mais moi, je fais ça. Et beaucoup de lecteurs me suivent à cause de ça. Alors là, quand cette collection Quartos, c'est une collection un peu patrimoniale, si vous voulez,
qui en général est réservé à des morts. Bon, moi, ils ont accepté que je sois encore là à un moment, mais la plupart sont des livres qui portent sur des périodes œuvres anciennes, oui. Ouais. Alors, c'est pas des trucs qui vous rajeunissent tellement quand on voit, parce que ça sent un peu l'œuvre complète, ça fait un peu le sapin déjà, mais enfin bon. Mais c'est en même temps, pour un écrivain, c'est très fascinant parce que ça permet de regarder son travail du dehors, en quelque sorte. Parce que finalement, chacun de ces livres, je les ai écrits isolément. J'ai écrit dans un contexte qui était chaque fois différent. Bon. Par exemple, L'Abyssin, je l'ai écrit dans une période très difficile de ma vie. Je devais vivre un deuil, la mort d'une personne très proche, de ma amie. Oui, vous avez vécu. Oui. J'ai vécu et c'était un moment très difficile. Et c'est vrai que je me suis enfui dans cette espèce de fresque. De fresque que j'ai écrite très rapidement. Et qui a été un peu le début, en fait, qui a été, oui, pas un peu, complètement le début de ma carrière littéraire. D'ailleurs, quand le livre a été publié, moi j'étais revenu en médecine, je m'occupais d'un service de psychiatrie à l'hôpital Saint-Antoine, et alors c'était drôle parce que je faisais la visite, j'avais les internes, les externes, les infirmières, vous savez, tout le truc. Puis le médecin qui sort de la chambre, on le retient toujours en dernier pour lui dire un petit mot. Alors, le patient me disait, docteur, j'ai quelque chose à vous dire. Alors, tout le monde sortait. Puis le patient à qui je venais de faire une ordonnance sortait le livre de sa table de nuit et je devais faire en plus une dédicace. Ah. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de cisaillement. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai choisi de me consacrer à l'écriture. Ah oui, à l'écriture. Donc ça, c'était l'Abyssin. Ensuite, Rouge Brésil. C'est ce dont vous parliez tout à l'heure, à Récif. Voilà, mais je l'ai écrit beaucoup plus tard. Plus tard, oui. Parce que quand j'habitais à Récif, j'allais souvent à Rio pour des réunions. Et ça m'avait frappé quand l'avion arrivait sur la baie de Guanabara, comme ça, qu'on allait atterrir à Niterói ou à Santos Dumont, et qu'on traverse cette baie, comme ça, si vous plissez les yeux, que vous oubliez un peu les grands immeubles, les favelas et tout ça, que vous voyez simplement ces mornes, simplement cette vallée, ces vallées et cette baie, je me demandais quelle était l'impression de navigateurs qui étaient arrivés là, européens, qui étaient arrivés là la première fois. Et je pensais que c'était une baie qui était vide. Et en fait, je me suis rendu compte en creusant un petit peu que d'abord c'était des Français qui avaient tenté de s'installer là, et que la baie n'était pas vide du tout, que la baie était peuplée d'Indiens, et que ça avait été une rencontre philosophique absolument fondamentale et complètement oubliée aujourd'hui, oubliée dans son détail historique, mais pas dans son acquis philosophique, c'est-à-dire que les Français étaient venus là pour apporter la civilisation à des Indiens cannibales, et qu'en fait, ce sont les Français qui se sont entretués, c'est-à-dire qui se sont comportés un peu comme des sauvages, on pourrait dire, et quand ils sont rentrés en France, ils ont rapporté, notamment à travers le secrétaire de Montaigne, qui faisait partie de cette expédition, l'image du bon sauvage. C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte d'inversion, et ce sauvage qu'on considérait comme une sorte d'être perdu, qu'il fallait sauver, qu'il fallait convertir, qu'il fallait ramener à la civilisation, ce sauvage, tout à coup, est devenu une figure presque emblématique d'une forme de paradis perdu. Et Montaigne, dans le livre, dans ses essais, dans le chapitre Les Cannibales, a exalté cette figure du bon sauvage qui n'a pas cessé ensuite. Qui existe toujours, on a toujours ça en tête. Toute la philosophie de Rousseau et du XVIIIe siècle et jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand j'ai raconté cette histoire, finalement, c'était pour revivre ça et pour le revivre sous forme d'une tragédie, puisque tout ça se déroule dans une unité de lieu et de temps qui est extraordinaire, puisque ça se passe sur un espace minuscule, une petite île de 300 mètres de long, qui existe toujours d'ailleurs. Voilà. Donc j'ai publié ce livre, et à ma grande surprise et à mon grand bonheur, j'ai reçu le prix Goncourt pour ce livre. Je ne m'y attendais pas, parce qu'il y a toujours des calculs, on vous dit toujours, c'est Gallimard qui l'a eu l'année d'avant, machin, tu ne l'auras pas. Donc moi, je ne savais pas du tout que j'allais recevoir ce prix. Et je dois dire que je sais qu'il y a des gens qui se font passer pour des grands blessés du Goncourt et qui ont été très atteints par ce prix. Moi, ça n'a été que du bonheur, quoi. Franchement, ça m'a permis d'accéder à une... Bah oui, d'abord un lectorat plus vaste. Plus vaste, oui. Et puis
confiance en soi, quand même. Voilà, hein, de légitimité. bien sûr. Voilà, confiance en soi qui n'est pas évidente quand on est médecin à l'origine et qu'on s'approche de la littérature avec l'idée, que j'ai toujours d'ailleurs, que notre culture n'est pas suffisante. Parce que moi, quand les autres qui faisaient des études de lettres lisaient La recherche du temps perdu, moi j'apprenais les collatérales de l'artère, machin chouette. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai beau être à l'académie, quand je dîne à côté de quelqu'un, les gens me disent « Ah, vous avez dû lire ci, lire ça, etc. » Alors je glisse sous la table, parce qu'évidemment, la plupart du temps, je n'ai pas lu. Et c'est vrai que les médecins savent beaucoup d'autres choses, et ils ont beaucoup d'autres expériences, mais... Spécialisés. Voilà. Donc le Rouge Brésil m'a permis ça. Voilà. Et puis le Grand Cœur, le Grand Cœur, c'est ma vie. C'est votre ville d'origine. C'est ma ville Bourges. de Bourges. Ouais. C'est-à-dire quand je suis revenu, moi le Grand Cœur, enfin Jacques Cœur, le palais Jacques Cœur, je le voyais quand j'étais gamin, je passais devant tous les jours. Et pour moi, Jacques Cœur, c'était un vieux monsieur, quoi. Et puis quand je suis rentré de cette expérience au Sénégal, je suis retourné à Bourges, et là, je me suis rendu compte que j'avais l'âge de Jacques Cœur à l'époque, au moment de sa mort. Et donc j'ai revu tout ça autrement, et j'ai une grande tendresse pour ce personnage dont la vie, si vous voulez, en fait, et son palais en est le témoin d'ailleurs, est une sorte de pivot entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Le palais Jacques Cœur a deux faces. C'est une face totalement médiévale qui ressemble à un château fort et une face Renaissance très italienne. Et Jacques Cœur, c'est ça. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a combiné deux civilisations et deux époques différentes. C'est un livre formidable. Les 4 livres, j'imagine que c'est vous qui les avez choisis, les 4 livres. Franchement, c'est parmi vos meilleurs romans. Et alors, en plus, c'est agrémenté de préfaces de Sylvain Tesson, il y a des photos, il y a des documents. Franchement, c'est un livre incroyable, ce volume-là. Il y a une préface par livre de grands spécialistes, par exemple Franck Lestringant, qui est un grand historien. Les historiens de chaque époque évoqués. Voilà, fait une préface sur Rouge Brésil qui est très très intéressante, parce que c'est certainement l'homme qui connaît le mieux cette période, donc très intéressante de la construction finalement de la pensée religieuse au XVIe siècle, hein, au fond du partage entre protestantisme et catholicisme à cette époque, qui était loin d'être clair en fait. Éloi Fiquet qui est un grand spécialiste de l'Éthiopie et a fait la préface pour l'Abyssin. Non, c'est Isabelle Autissier qui avait la préface pour Zibline. Non, c'est un vrai travail, c'est-à-dire que c'est Quarto, je le dis d'autant plus que c'est pas moi qui ai fait ce travail. Hein. C'est pas seulement un coup d'agrafe sur 4 livres, c'est vraiment un vrai travail de construction, de compréhension d'une œuvre. Et je dois dire que pour un écrivain, c'est une très très belle expérience, mais un peu troublante aussi. Parce qu'on a un peu l'impression de... c'est vrai qu'il faut se protéger. Les honneurs, ça éloigne. Hein, c'est comme l'académie, si vous voulez, il faut se méfier. Hein, on est vite empaillé dans ces trucs-là. Et donc, là, c'est pareil. Empaillé, ça veut dire quoi? Empaillé, vous voyez ce que je veux dire. Quoi. Ouais. Enfin, un peu, c'est un habit vert, quoi. Oui. Voilà. Ça ressemble à une fin de repas, quoi, un peu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que c'est une sorte d'arrivée. D'arrivée, voilà. Et en effet, c'est une forme de reconnaissance. Mais pour moi, c'est pas du tout une fin. Au contraire, c'est une vie. Et ça, c'est pareil. C'est une étape, mais qui ressemble un peu à... Voilà. Ces œuvres. Mais c'est intéressant de le lire après vous avoir entendu sur chacune des époques évoquées. Flamme de pierre, ça, c'est votre dernier roman qui est sorti il y a janvier, hein, donc il y a 2 mois. D'habitude, vous ne parlez pas de vous dans les romans. À part Compostelle, un livre inoubliable, par parenthèse. Hein, ceux qui n'ont pas lu Chemin de Compostelle par Ruffin. Je ne sais pas si ça donne envie de faire le chemin. Il y a plusieurs étapes, c'est différent, mais c'est d'une subtilité absolument incroyable. On vous imagine mal d'ailleurs, a priori, faire 800 km à pied ou 900 km à pied, c'est vrai. Hein, pourquoi j'ai l'air... Non, mais je ne vous aurais pas vu faire le pèlerinage. Mais bon. Par contre, alors cette fois-ci, vous parlez de votre amour pour la montagne qui est ancien. Moi, je sais que vous habitiez dans les Alpes, que vous aimiez ça, mais je ne savais pas que vous étiez alors
un quasi professionnel de l'escalade, que vous aviez... Non, mais quasi, j'ai dit. Non, vous êtes pas un débutant, c'est ça que je veux dire. Vous aimez ça, c'est une passion personnelle. Vos amis, quelques amis sont choisis par vous parce qu'ils ont la même passion que vous. On sent que c'est quelque chose qui est une chose importante dans votre vie, hein, la montagne. Oui, ben... pas n'importe quelle montagne, pas Clermont-Ferrand, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas de la moyenne montagne. Ah non, mais ça dépend. Non, je parle pas de... Oui. Moi, j'ai grimpé dans la vallée de Chaudefour, là, dans de la Rancune, ah etc. Oui. Bah, non, mais oui, je oui. parle ce que vous montez. Oui, oui. Les escalades de rochers verticaux. Faire, hein, ici, dans tout le... Bref, non, mais en fait, moi, je viens d'un pays plat. Hein, Bourges. Bourges, bon, c'est vraiment plat. En fait, j'ai une expérience de montagne assez tard dans ma vie, enfin, vers 18 ans. Bon, j'avais eu une très brève expérience à l'âge de 10 ans en Suisse. On m'avait envoyé là-bas, mais ça s'était assez mal passé. Et puis, à 18 ans, j'avais une copine. Pendant mes études, mes parents avaient un appartement à Tignes et on était allés faire de la randonnée. Voilà. Donc, on m'a traîné là-bas. Au début, je regardais ça comme ça. Et puis, un jour, on s'est retrouvés dans un endroit où il venait de neiger. Il y avait un passage un peu embêtant. Compliqué. Ouais, et donc, un d'entre nous, parce qu'on était plusieurs, sortit un bout de corde, un piolet, etc. Bon, et là, je me suis dit, tiens, c'est peut-être intéressant d'avoir une formation aussi un petit peu plus technique. Voilà. Donc, je me suis inscrit à un stage du Club alpin français. À l'époque, on était à une période charnière, finalement. C'était le Club alpin, autrefois, ça s'appelait, la devise du Club alpin français, c'était « pour la patrie, par la montagne ». Vous voyez le genre, quoi. C'est-à-dire c'était une ambiance assez rude, et puis avec la conquête, enfin, c'était assez viril. Bon. À cette époque-là, quand j'ai commencé, donc les années 70-80, c'était la période Patrick Edlinger, la grimpe libre, si vous voulez, c'est-à-dire Patrick Edlinger, son petit short, le bandana, le petit sac de magnésie, voilà, au soleil et tout. Et c'était une toute autre, une montagne plus hédoniste, plus plaisir. Le Club Med, comme on disait à l'époque. Oui, mais dur quand même. Hein. Et voilà, et j'ai donc pris un peu ce virus à ce moment-là. Donc j'ai commencé à faire de la montagne à ce moment-là, en falaise et aussi en montagne, jusqu'au moment où, grâce au prix Goncourt d'ailleurs, j'ai pu acheter moi-même une maison il y a 20 ans, face au Mont Blanc, voilà, un chalet. Et voilà. Mais jusqu'à présent, je n'avais jamais écrit sur la montagne. Jamais. Ça me paraissait presque impossible. C'est-à-dire qu'il y avait les grands romans classiques, type Premier de Cordée, Frison Roche, etc. Une grande époque, hein, avec des gens comme Ramu, comme Rigoni Stern en Italie, enfin... Et puis ensuite, depuis, au fond, la montagne n'était plus un sujet véritablement littéraire, quoi. Sauf les accidents. Il y a beaucoup de livres, beaucoup de choses qui sont écrites soit par des gens qui ont fait des exploits, mais en général, ils n'écrivent pas eux-mêmes, ils font écrire par un journaliste, soit les accidents. Alors là, les accidents, bon, c'est... Mais il y a très peu de romans sur la montagne. Moi, j'ai succédé à l'Académie à Henri Troyat, et quand j'ai dû faire son éloge... La neige en deuil, il a écrit. Voilà, il y avait la neige en deuil. Oui, oui, oui. J'avais eu un petit espoir. D'ailleurs, je m'étais dit, Troyat, au moins, il a dû faire de la montagne et tout. Bon, j'ai déchanté très vite parce que, en réalité, Troyat n'était pas du tout sportif. Mais c'est un bon livre. C'est un très bon livre. Oui, mais il avait épousé la veuve d'un médecin de Chamonix. Ah. Et elle le traînait littéralement sur les sentiers de buvette en buvette parce qu'il n'était vraiment pas sportif. Mais c'était un bon observateur. Et il avait interviewé des guides, etc. Et il avait écrit La neige en deuil, mais qui n'est pas du tout qui est un livre qui romance en fait un épisode réel, qui est celle du crash d'un avion, le fameux Malabar Princess, vous savez, qui a donné lieu aussi à un film d'ailleurs, et qui est un avion. Il y a 2 avions qui se sont écrasés dans le massif du Mont Blanc dans les années 50, les années 60. Il y a le Malabar Princess et le Kanchenjunga. Et donc, il avait construit une intrigue autour de ça et du trésor, ce qui était d'ailleurs assez prémonitoire, parce qu'on a retrouvé des bijoux il y a 3 ans dans un glacier. Enfin bref, donc je ne savais pas très bien comment m'y prendre, et c'est pour ça que pendant
pendant 20 ans, tout en passant beaucoup de temps à la montagne, je n'avais jamais écrit dessus. Alors, il paraît que vous écrivez sans rature, quasiment. Oui, pas beaucoup. Oui. Très peu. J'ai écrit d'un seul. Alors, si vous permettez, je vais lire une page, pour qu'on ait quand même une idée de la manière de votre style personnel. Donc, en gros, pour remettre, avant de lire la phrase, il y a deux personnes dans votre roman, qui sont un homme et une femme, qui, à l'instant où la phrase commence, ne sont pas encore amants, mais ils sentent qu'il y a quelque chose d'assez profond entre eux, dont chacun espère que ça progresse. Et ils sont dans un paysage de montagne. C'est pour ça que j'ai choisi ce passage, pour qu'on voit l'influence que vous donnez à la montagne. Et ça, j'ai trouvé que c'était un passage vraiment intéressant pour ça. L'influence de la montagne sur deux personnes qui ont envie de se dire des choses, mais que la montagne intimide. Et vous avez dans ce passage quelque chose où on sent, sans que vous en évoquiez à l'instant, l'influence de la beauté de la montagne dans un dialogue entre deux personnes qui ont envie de se dire des choses. Une ascension accomplie dépose dans l'esprit de curieux souvenirs. On a beau répéter que le sommet lui-même n'a aucune importance, les instants que l'on y passe s'impriment dans la mémoire. En regardant une montagne que l'on a gravie un jour, on revoit les quelques mètres carrés de sa cime. Sont-ils plats, neigeux, rocheux? Les humains ont-ils dressé en ce point culminant un monument, une statue, un tas de pierres? On a pendant quelques minutes fait de ce lieu sans confort un séjour, presque un domicile. On y a accumulé une quantité inouïe de sensations, d'émotions, sans même s'en rendre compte. Rémi, donc c'est le garçon du couple, et Laure, c'est la femme, la dame. Rémi et Laure partageaient le sommet de Croisse-Baudet, et si modeste qu'il fût, il faisait pour eux, de cet instant, un moment inoubliable. Rémi connaissait trop la force de cette communion pour y mêler des gestes minuscules de l'amour. Il sentait que son désir était partagé, que cette émotion avait la valeur d'une étreinte, et que Laure, pas plus que lui, ne pourrait l'oublier. Tout devait garder son ampleur, sa grâce. Les petites effusions, les maladroites caresses humaines, dans ces décors de lumière, d'espace et de vent, sont dérisoires et même insupportables. Le regard était suffisant pour exprimer l'émoi, et celui de Laure parlait sans ambiguïté. Ils retirèrent les pots de phoque des skis, réglèrent les fixations pour la descente et raccourcirent les bâtons. Puis, sans se hâter, l'esprit plein d'un moment qu'il était inutile de faire durer, tant il était saturé d'infini, ils s'élancèrent dans la pente. La mémoire est là pour sceller à jamais ces instants éphémères. De tels souvenirs partagés sont comme un enfant qui ne naîtra jamais, mais vivra pour toujours dans le corps mystérieux de ceux qui l'ont conçu. Quand on a écrit ça, on a le droit d'être immortel. Non, vous voyez, le talent de cette phrase, c'est de faire aimer la montagne en ce sens-là. C'est-à-dire, vous faites comprendre par ces mots, ces phrases, combien la montagne peut être impressionnante, comment elle peut être aidée, empêcher, la puissance du lieu. C'est-à-dire que, en fait, pour parler de la montagne et de la passion qu'on peut avoir pour elle, je pense que la seule manière, c'est de... j'ai découvert finalement que la seule manière, c'était d'en parler à travers un couple. Parce que finalement, l'histoire d'amour et l'histoire des relations qu'on a avec la montagne n'est pas exactement la même, mais il y a quelque chose de commun, c'est-à-dire que dans la relation amoureuse, il y a une variabilité, un changement. On n'aime pas quelqu'un pour les mêmes raisons à tous les moments. On peut avoir un amour c'est le cas de ces deux personnages, qui au départ est un amour un peu superficiel, et puis qui s'approfondit, qui se met à l'épreuve, ou qui est mis à l'épreuve des dangers, des drames éventuellement. Et c'est la même chose pour la montagne, c'est-à-dire que les relations qu'on a avec la montagne ne sont pas permanentes. C'est d'ailleurs la difficulté. Quand on pratique ce sport, beaucoup de gens nous disent « Mais pourquoi faites-vous ça? Pourquoi aimez-vous la montagne ?»
Et c'est très difficile de répondre, parce qu'en fait, je n'aime pas la montagne pour les mêmes raisons aujourd'hui que celles que je pouvais avoir il y a 20 ans ou 10 ans. Les choses changent. Et puis, il y a dans ce rapport quelque chose aussi qui, de temps en temps, s'approfondit, de temps en temps aussi peut vous éloigner. Hein. C'est comme dans un couple. Par exemple, je ne sais pas, ces derniers mois, peut-être à cause de ce livre, parce que j'ai beaucoup parlé de montagne et du coup, ça m'en a un peu éloigné. J'éprouvais moins le besoin d'y aller, comme un couple qui s'éloigne un instant, mais tout en sachant qu'il se retrouvera. Voilà. Donc il y a quelque chose comme ça. Et donc l'histoire en fait que j'ai utilisée pour raconter ça, c'est une histoire vraie. C'est une histoire qui m'a été racontée par un ami guide. En fait, ce sont deux frères guides. Tous les deux, c'était des Parisiens. Ils se sont installés à la montagne très jeunes. Ils sont devenus guides tous les deux. Il y en a un qui est un grand guide aujourd'hui, très célèbre dans le milieu alpin, parce qu'il a ouvert de très nombreuses voies dans le massif du Mont Blanc qui portent son nom, etc. Et son frère, qui est plus d'abord un skieur, plus qu'un alpiniste, et qui a longtemps travaillé comme un peu une sorte de guide mondain, un petit peu, hein, pour... voilà, avec des relations... vous voyez bien le guide mondain... Bref, sauf qu'un jour, parmi toutes les femmes qu'il avait pu... Toutes les petites conquêtes qu'il avait acquises. Les conquêtes, oui, éphémères qu'il avait pu avoir. Il est vraiment tombé amoureux d'une jeune femme. Et ça a été vraiment, alors là, quelque chose de très intense, de très, très sérieux. Et alors, il me racontait que... Elle travaillait dans la région parisienne, dans les affaires, etc. Elle gagnait très bien sa vie. Lui, il était dans sa vallée. Alors, elle venait le rejoindre. Faire du ski ou pour grimper, faire de la montagne l'été, etc. Bon. Donc, il venait et il partageait finalement dans la superficialité des choses les meilleurs moments, vous voyez, quand il faisait beau, voilà. Et il l'emmenait faire des ascensions plus ou moins difficiles, mais... qui à chaque fois était très belle et où les choses se passaient du mieux possible. Et puis un jour, il en a eu assez d'attendre qu'elle vienne le voir. Vous comprenez, il était là dans sa vallée, il attendait. À un moment, il s'est dit, bon... Alors il est monté, il est allé à Paris. Puis il a sonné. Alors quand le guide sonne... Vous voyez, c'est comme le maître nageur ou... alors c'est toi. Bon, alors on est content, bien sûr. Puis on reste 2 jours, on reste 3 jours. Et puis tu vas rester comme ça, là ben oui, je suis très bien. Et d'ailleurs, je vais trouver un petit boulot, etc. Puis là, le guide bronzé, ben, il est plus bronzé, vous voyez. Puis il est plus guide et puis il n'y a plus de montagne. Il perd ses muscles, il perd un peu son... Et ça se gâte, évidemment, ça se gâte. Et donc, il se sépare, elle le met dehors. Voilà, elle le met dehors. Ça, c'est l'histoire vraie. Et il rentre dans ces montagnes. Et il rentre dans ces montagnes changées, avec... un nouveau rapport à la montagne. C'est pas le même que celui-là qu'il avait en partant. C'est un rapport plus profond parce qu'il a été en quelque sorte mis à l'épreuve. Humilié un peu. Humilié. Et donc l'histoire continue comme ça. C'est-à-dire que lui continue comme ça, elle continue comme ça. Et la montagne, à chaque fois, dans la suite de l'histoire, si vous voulez, va jouer un rôle dans les réunir et dans leur rapprochement. Voilà. Et au fond, à travers cette histoire, je me suis dit, tiens, tout ce que j'avais envie de raconter trouvait sa place. Vous voyez ? C'est-à-dire que j'avais envie de raconter notamment donc ces différentes manières de voir les choses, c'est-à-dire aussi bien le plaisir qu'on peut avoir dans cette situation, que la peur, que la tragédie, que le danger... toute la palette des choses qui apparaît, et aussi des choses qui sont plus difficiles à traduire et qui, pourtant, pour les pratiquants de ces sports sont très évidents. Quand vous pratiquez des sports liés à la verticale, si vous voulez, l'escalade, etc., le rocher, le toucher du rocher... est un corps. C'est comme un corps, vous dites. C'est comme un corps, c'est comme un aliment.
Il y a un goût, si vous voulez. Le calcaire n'a pas le même goût que le granit, n'a pas le même goût que le gneiss, n'a pas le même goût que le grès, etc. Chaque pierre a un toucher différent, une sculpture différente, offre un type d'escalade différent, un type d'assurage différent. Donc, en racontant cette histoire comme ça, si vous voulez, j'avais cette double sensualité, si je puis dire, de l'histoire d'un amour et d'une passion, et puis... du rapport à la montagne. On va être obligé de se séparer bientôt. Je ne voudrais pas vous laisser filer, Jean-Christophe Ruffin, sans avoir votre regard, votre réaction, ce que vous pensez au fond de vous, vous qui avez vu le monde dans son intégralité, de ce qui se passe en Ukraine en ce moment. Comment vous le vivez? Je le vis très mal, d'autant plus que j'ai... J'imagine que vous avez... Une partie de mes enfants qui sont enfants, j'ai un fils... ma première femme c'était des Russes blancs. J'ai un fils et qui lui-même est marié avec une Russe, et 2 petits-fils qui parlent mieux le russe que le français, si vous voulez, mais qui vivent en Géorgie et en Azerbaïdjan, et qui sont tout à fait lucides par rapport au régime de Poutine. Oui, tout à fait. Mais enfin, ils sont au cœur d'une région qui est quand même très menacée. Moi, je les appelle tous les jours. Je les ai encore ce matin pour savoir comment ça va. Et donc, à ce titre-là, si vous voulez, je suis très personnellement... En plus, je connais beaucoup d'Ukrainiens parce que, justement, mon fils a beaucoup travaillé avec eux. Il a beaucoup d'amis ukrainiens, etc. Et c'est d'une tristesse incroyable. Moi, jamais j'aurais pensé qu'on arriverait à une guerre de ce type en Europe, bien qu'ayant vécu de très près la guerre en ex-Yougoslavie, qui était exactement les mêmes paysages, parce que Sarajevo, Kiev, c'était pareil, c'était des bombardements, etc. Sauf que il n'y avait pas en face, en tout cas directement, une grande puissance nucléaire. Donc là, moi, je suis comme tout le monde, une espèce de sidération. Je ne pensais pas qu'on en arriverait là. Je pense qu'on a méconnu, et quand je dis on, c'est aussi bien les Américains que l'Europe, la dangerosité de Poutine et de son régime, et qu'on a agité un peu des chiffons rouges devant lui, notamment avec ses histoires d'OTAN, et qu'on a obtenu quelque chose que personne ne souhaitait, auquel personne ne s'attendait, mais qu'on est obligé de vivre, qui est quelque chose d'impensable, c'est-à-dire une attaque frontale d'un pays peuplé qui nous ressemble, parce que Kiev, c'est Saint-Germain-des-Prés. Enfin, c'est vraiment une ville européenne, vraiment européenne. Donc, si vous voulez, moi, j'ai refusé toutes les interviews et tout ça parce que j'ai pas une pensée, j'ai pas de choses très originales à dire, si vous voulez, mais il y a une espèce de consternation pour une situation qui n'était pas prévisible. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a beaucoup scruté. Moi, j'ai été un des premiers à m'intéresser à ça, évidemment, à travers l'humanitaire en particulier. Depuis la fin de la guerre froide, si vous voulez, on avait plutôt le regard tourné vers le sud, c'est-à-dire tourné vers l'autre rive de la Méditerranée, vers ce qui se passait en Afrique, vers toutes ces guerres qui continuaient de se dérouler dans des pays du sud. Et là, tout d'un coup, ça vient d'ailleurs. On frappe à la porte. De résurgence de la guerre froide que j'attendais personnellement pas du tout. Et ce que j'espère, c'est qu'on aura la prudence de gérer ça d'une manière suffisamment, comment dirais-je, précautionneuse, pour ne pas aggraver les choses. Parce que moi, je crains beaucoup, justement, parce que j'ai travaillé dans l'humanitaire, je sais comme l'émotion peut amener des réactions violentes, brutales. Évidemment, l'émotion, on la ressent tous, à voir ce pays se faire écraser comme ça. En même temps, répondre militairement à ça serait probablement aller vers une situation plus grave encore. Donc je crois qu'il faut vraiment garder son sang-froid. J'espère que tout le monde va le garder, parce que c'est un drame local, mais personne ne gagnerait à ce que ça devienne un drame européen. Jean-Christophe Ruffin, merci beaucoup d'avoir consacré 1 heure avec nous, de repasser à Vichy, lieu de vos exploits électoraux en 1988, et d'être revenu ici, partager avec nous votre amour de la littérature,
votre amour des personnages qui dépassent l'imagination et pourtant qui ont été réels. C'est puisque moi, je ne voudrais pas qu'on termine uniquement sur la vision catastrophique de l'Ukraine et pour dire que la littérature, justement, est là quand même, j'espère, pour faire un contrepoint à tout ça. C'est-à-dire que c'est bien de regarder les chaînes d'information continue, mais c'est bien aussi de prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Et la bonne nouvelle, par exemple, du Covid, c'est que ça a ramené beaucoup de gens vers la lecture. J'espère que ça va durer. C'est vrai. Et que je crois que ça nous aide tous à réfléchir, à prendre le temps, justement, de nous mettre un petit peu à distance de ces actualités qui sont stressantes, qui sont aveuglantes d'une certaine manière, et que l'espace romanesque, en tout cas moi c'est comme ça que je le vis en tant qu'auteur, mais je pense aussi en tant que lecteur, l'espace romanesque c'est l'espace de la pensée et de la vie. Et de la vie, voilà. Merci beaucoup d'avoir été là, Christophe. Vous allez retrouver Jean-Christophe Ruffin dans la pièce d'à côté. Merci beaucoup.